On y va quand on veut? Marc, bonjour. Bonjour. On va mettre carte sur table tout de suite. On est des amis. Oui, effectivement. On se connaît depuis une quinzaine d'années. On s'est connus en politique. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans nos premières discussions, on discutait du fait que les politiciens avaient beaucoup de mal à avoir une vision à long terme parce qu'ils étaient toujours préoccupés par la prochaine élection et que des fois, ça empêchait des grandes réalisations, des grands projets qui prennent plus de temps à, à éclore. C'était peut-être moins payant politiquement. En tout cas, on avait beaucoup de conversations qui tournaient autour de ça. Puis, tu sors d'une entrevue en anglais où l'animateur t'a décrit comme bold. Et j'ai trouvé que c'est très vrai. Tu présentes quelque chose d'audacieux. OK? Enfin, à mon avis. Et c'est ça, en plus de l'amitié que je te porte, qui m'a donné envie de m'impliquer dans ta campagne. Donc, tu arrives avec des choses qui s'expliquent pas toujours en 30 secondes dans des clips. Mais là, tu as trouvé le moyen de passer au travers cet obstacle depuis une coupe de débat, tu es en feu. Et parlons-en un peu de cette vision à long terme, parce que tu as parlé dans une conclusion d'un débat de redéfinition du Québec, tu sais, où on s'est déjà parlé, puis on parlait de Révolution tranquille 2.0. Hein? Alors, c'est quoi cette vision? D'abord, merci beaucoup, Sébastien, de m'accueillir dans le podcast. C'est super gentil, j'apprécie. Puis effectivement, ça fait très longtemps qu'on se connaît, puis qu'on a parlé, puis redéfini la politique, puis on a parlé de... Des fois, on amène des idées, puis ça prend du temps à les pousser. Ça chemine. Écoute, en 2002, je parlais de la diversification des marchés. 23 ans plus tard, là, les gens commencent à dire « Hey, ça, c'est la diversification des marchés. » Mais cette définition, moi, comment je vois le Québec, c'est que tout le monde parle des dépenses. Et c'est facile après ça. Quand tu t'en vas dans une chefferie, ben, tu te dis, ben, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Mais la réalité, c'est que nos finances publiques actuellement sont dans un piteux état. Et c'est difficile d'imaginer aller dans le futur sans commencer à penser à comment on fait pour enrichir le Québec, pour être en mesure de payer pour toutes ces dépenses-là. Fait que moi, mon approche, c'est une approche économique, de vision de développement économique avec, naturellement, nos ressources naturelles, puis on pourra en parler, mais aussi le commerce international. Moi, je suis un spécialiste de commerce international. Mais, et donc, il y a cette vision d'enrichir le Québec pour être en mesure de, de soutenir le développement de nos écoles, de notre système de santé, des structures, nos infrastructures, par exemple, les routes. Mais avant de parler d'économie, si tu me permets, là, moi, je veux parler de la chose la plus importante, c'est l'eau. Parce que actuellement, avec la pression américaine, on voit comment les Américains font... ils arrivent avec des tarifs douaniers, puis après ça, ils vont négocier des accords de libre-échange. Et la première des choses que moi, ce qui m'inquiète, c'est la protection de notre eau, parce qu'il y a des villes américaines qui commencent à se chicaner pour l'eau potable. Et nous, on a une source, on a 3% des ressources mondiales d'eau potable, et je veux qu'on protège notre eau. Fait qu'avant même de parler d'économie, je trouve que la première chose, c'est de protéger notre ressource naturelle la plus importante, l'eau potable, et je veux qu'on la nationalise. Ça, c'est mon premier point, c'est le point numéro 1. Puis quand je parle de la nationalisation, je parle aussi de s'assurer que quand on fait du développement des ressources, puisqu'on va en reparler, mais sûrement, c'est de faire en sorte que notre eau ne soit pas contaminée. Parce que c'est facile, on a des nappes phréatiques, mais si on les contamine, on perd notre eau. Donc, il faut avoir toute cette vision de protection de notre eau. Moi, je rêve que les gens continuent à se baigner, par exemple, dans les rivières, dans les lacs, qu'on ait accès à l'eau. Et surtout, en plus, ma vision sur l'eau, si tu me permets, là, c'est que je veux qu'elle soit accessible. Et quand je parle d'accessibilité, là, c'est que autant on a de l'eau, puis on est chanceux parce qu'on se promène partout dans le monde, puis d'avoir l'eau dans le robinet, c'est pas quelque chose qui est commun dans beaucoup de pays. Mais nous, quand on se promène dans le centre-ville de Montréal, par exemple, on n'a pas accès à des fontaines d'eau facilement. Puis quand les fontaines ne sont pas très agréables, moi, je pense qu'il faut donner accès à l'eau plus facilement. Et ça va régler aussi le problème des bouteilles d'eau qui sont utilisées en quantité industrielle.
Fait que quand tu te promènes dans le centre-ville, si tu veux avoir de l'eau, il faut quasiment que tu la jettes en bouteille, ce qui est incompréhensible. Il y a beaucoup de villes dans le monde, je pense à Rome, où il y a des fontaines d'eau un peu partout, puis les gens peuvent utiliser leurs bouteilles réutilisables. Fait que ma vision sur l'eau, là, c'est dans le dessus de mes priorités. Ça fait partie d'une ressource importante. Et je trouvais important de le mentionner, surtout pour un gars qui a un background économique fort et que je parle énormément d'économie. Oui. Donc, je voudrais t'amener à ce moment-là sur le sujet du fonds souverain, qui est un peu la colonne vertébrale de ce projet-là. C'est ça, c'est que moi, quand je regarde ce qui se passe actuellement au niveau de nos ressources naturelles là, qui sont exploitées, puis je vais en parler plus en détail parce que à cause de mon emploi, je vois les sociétés étrangères s'en venir au Canada, puis je vois ce qui se passe au niveau de tout l'achat de l'immobilier et tout, mais j'ai pensé aux ressources naturelles et je me dis, ben écoute, nos ressources naturelles, malheureusement, euh, c'est sûr qu'il y a un coût écologique, puis il faut y faire attention. Mais quand tu regardes dans une vision, tu dis, c'est sûr que nos ressources, ils vont intéresser des gens dans le monde parce qu'à un moment donné, les ressources naturelles, mais les sources d'énergie, deux, vont être aussi en demande. Et je me dis, bon, mais un jour, on aura de la pression par des Américains, par exemple, parce qu'ils font déjà ça. Ils l'ont fait en Ukraine. Un jour, ils feront la même chose à côté. Ils serviront de notre vulnérabilité économique pour nous pousser à faire de l'exploitation. Et je me suis dit, pourquoi attendre et pas le faire selon nos propres conditions? Et une des choses que j'ai annoncées au début, c'est, je me suis dit, tous les contrats gouvernementaux au niveau des ressources naturelles devraient être revisés dans la première année de mon mandat parce que je veux m'assurer que les ressources sont exploitées par et pour les Québécois. Et quand on fait de l'exploitation actuellement, c'est l'exploitation qui est faite par des sociétés, surtout des sociétés étrangères, puis le Québec ramasse une petite redevance. On voit avec l'eau, c'est ridicule. Dans d'autres matières, les redevances ne sont pas très importantes. C'est les compagnies qui font le profit en réalité. Moi, je regarde, par exemple, le gaz naturel. Moi, je me dis, on devrait créer un fonds souverain, un peu comme il se fait en Norvège, et, un- et que ce soit ce fonds souverain-là qui fasse l'exploitation des ressources naturelles. Donc, par exemple, on exploite le gaz, puis là, mais il y aurait 100% des profits qui seraient générés par le fonds, puis qui seraient redistribués ou utilisés pour le bien-être des Québécois. Oui, mais tu le finances comment, ton fonds souverain? Non, mais c'est du financement à la base. On peut avoir, le gouvernement a une capacité d'emprunt pour aller faire l'exploitation. C'est en réalité, c'est elle-même qui peut financer, le gouvernement va financer le fonds, puis il va avoir un remboursement par la suite. Mais il faut comprendre que en Norvège, par exemple, le fonds souverain actuellement, ils ont 1600 milliards d'euros dans ce fonds-là. Et l'année passée, ils ont généré plus de 200 milliards d'euros de revenus dans une année. C'est, on- et nous autres, on a des ressources naturelles importantes ici. Mais encore une fois, puis c'est ça que tu sais, j'en parlais avec mes enfants, puis mon plus jeune, d'ailleurs, moi j'ai deux enfants de 21 puis de 23 ans, mais mon plus jeune, il me parlait de la question environnementale, puis il disait, ben, c'est important de réfléchir à l'environnement. Et, tu sais, l'exploitation, il faut, tu sais, c'est pas l'avenue. Sauf que, il a raison, mais on est dans une période de transition. Puis pendant cette période de transition-là, moi, je pense qu'il faut aller de l'avant, mais il faut le faire selon nos conditions. Moi, je ne veux pas faire nécessairement, s'il y a une possibilité de faire 100% du profit, moi, ça ne me dérange pas d'en faire seulement 50% de profit si on fait au niveau, on le fait environnemental, friendly, Ouais. tu sais, d'une façon amicale avec l'environnement, si je peux le dire comme ça. Mais, mais c'est sûr que avec la richesse qu'on a dans nos sols, et quand je parle de ressources naturelles, là, je parle de tout. On parle de forêt, on parle des terres rares, etc. Il y a plein de choses au Québec qu'on a. Mais on est tellement riche dans nos sols et on a tellement de besoins en surface que c'est un peu anormal qu'on se laisse dans une précarité comme on est actuellement. Puis c'est pas bon au niveau mondial parce que actuellement on se fait faire des pressions, par exemple, par les Américains. Je suis convaincu que les Américains, s'ils allaient à essayer de faire de la pression à la Norvège, ben, ils ne seraient pas dans la même situation. La Norvège, je dirais probablement aux Américains, ben, tandis que chez nous, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais il va y avoir parfois des choix douloureux à faire aussi. Juste
Écoute, un exemple, c'est qu'il y a eu des claims pris autour du parc du Mont-Tremblant depuis 3 4 ans, dont la superficie totale dépasse celle du parc du Mont-Tremblant. OK? Donc, ça implique la loi des mines, ça implique l'environnement. Comment équilibrer tout ça? Est-ce que tu mises sur une acceptation sociale, sur une analyse des coûts-bénéfices versus les dégâts que ça peut causer à une communauté? Mon but, c'est pas d'exploiter toutes les ressources naturelles. OK. Mon but, c'est d'exploiter les ressources naturelles dans un ordre, par exemple, au niveau du dommage à l'environnement, ceux qui sont les moins dommageables, qui sont les plus faciles à exploiter. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit un fonds souverain qui le fasse, donc que ce soit l'État qui le fasse, parce que il va pouvoir arrêter à l'endroit où il va vouloir arrêter. Il va pouvoir dire, ben écoute, oui, on fait cette exploitation-là, on tire un certain revenu, mais si on laisse ça à des sociétés qui vont décider d'attirer le maximum, qui vont peut-être être moins soucieux de l'environnement. On a vu des cas où il y a des mines qui ont été développées puis, par des sociétés étrangères, puis après ça, quand ça a été fini, ils sont partis, puis ils ont laissé Mais on en les a vu endroits. beaucoup de ça au Québec. C'est un reliquat de la période de Duplessis où il disait « Servez-vous, bar open, donnez-nous 2 sacs de peanuts, on va être bien contents. » Mais c'est ça, que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un nationalisme économique très fort. OK. Et c'est là moi, je veux que ça soit au bénéfice des Québécois si on les exploite, mais je veux qu'on le fasse selon nos conditions. C'est pour ça qu'on va regarder les projets, on va dire, bon, quel est le moins dommageable pour l'environnement, qu'est-ce qui a le plus grand retour, puis on fera les choix en fonction de... C'est pas un travail à court terme, c'est un travail à long terme, mais c'est nécessaire de le faire, comme je dis, parce que on voit des sociétés étrangères arriver. Dans le cas des exploitations, le gouvernement arrive et dit, ben regarde, nous autres, on va vous donner la capacité d'exploiter. En plus, on va vous donner des subventions. En plus, on va vous mettre en place, par exemple, des lignes de train pour être capable de faciliter. Et on met tout ça en place pour que le profit, finalement, s'en aille dans les mains de sociétés étrangères, ce qui fait aucun sens. Tant qu'à investir, on va investir, puis c'est nous qui allons prendre le profit. Et je dis pas, les fonds souverains, par exemple, en Norvège, ils prennent pas 100% nécessairement. Ils peuvent prendre 51%, 70% de l'actionnariat des sociétés exploitantes. Mais c'est quand même eux qui contrôlent. Et c'est ce que moi, je veux. Puis c'est sûr que l'environnement, c'est super important pour moi. Puis quand je parle des ressources naturelles, mais on va parler d'Hydro-Québec au niveau de l'énergie, la demande mondiale est en croissance. C'est énorme. Et nous, on a fait des mauvais choix. On a mal... Tu sais, quand on parlait de vision, moi, je vais parler de Churchill Falls. Churchill Falls, là, c'est drôle parce que quand Churchill Falls, ils ont signé, Hydro-Québec a re-signé l'entente. Moi, les gens disaient, « Hey, il faut que tu sortes, Marc, parle de l'entente, puis dis que c'est pas bon pour attaquer la CAQ. » Là, moi, je suis pas comme ça. J'ai besoin de comprendre c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. C'est pas nécessairement évident. Puis là, eux autres, ils disaient, ben oui, mais c'est parce que ça va nous permettre... On va perdre de l'argent dans les premières années, mais ça va nous donner une plus grande capacité dans le futur. Ça m'a pris du temps à réfléchir là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai allumé en me disant, pouf, là, ça, c'est le manque de vision. Parce que s'il y a 15 ans, on avait eu cette vision des besoins énergétiques du futur, bien, probablement, il y a 15 ans, on se serait organisé pour avoir augmenté notre capacité énergétique. Et aujourd'hui, on n'aurait pas été obligé de renégocier notre entente avec Churchill Falls à cause de notre besoin énergétique. Fait qu'en réalité, c'est notre manque de vision qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a renégocié l'entente de Churchill Falls en se pénalisant sur des argents qu'on aurait pu faire davantage. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il faut regarder le futur en se disant, ben c'est quoi le monde a besoin? On a besoin de l'eau dans le futur, on a besoin de l'énergie. Et vous savez, l'énergie, là, c'est, oui, en Amérique, mais on va parler de l'Afrique peut-être à un moment donné dans le podcast, parce que moi, quand je parle d'internationalisation, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Mais l'énergie, là, ça va être une demande croissante. Et nos besoins, nous autres même actuellement, on se prive d'entreprises qui veulent venir parce qu'on n'a pas les blocs d'énergie suffisants. Et ça, c'est incompréhensible
dans une province comme la nôtre, avec autant de potentiel au niveau énergétique, qu'on n'ait pas prévu ça à l'avance. Quand on parle des autos chinoises électriques qui ne veulent pas rentrer puis mettre des droits, bien, il faut se poser la question, si toutes ces autos-là rentreraient ici, probablement qu'on serait dans une situation où on ne serait pas capable de les absorber à cause de l'énergie. Fait que je ne suis pas sûr que c'est juste la raison qui bloque les autos chinoises électriques. C'est juste une raison commerciale de dumping. C'est parce qu'on a une incapacité au niveau énergétique. Mais quand on parle de la voiture électrique, bon, il y a des gens qui disent une voiture électrique, c'est pas aussi bon, parce qu'il y a des coûts environnementaux à la construction puis avec les déchets. Mais il y a une chose importante à penser par rapport à la voiture électrique. Quand on met de l'électricité dans une voiture électrique, bien, c'est de l'électricité québécoise. On paye le Québec. On se paye nous autres mêmes. Mais quand on met de l'essence, on paye des sociétés étrangères et donc on envoie de l'argent à l'étranger. À chaque fois qu'on met de l'essence, c'est pas bon pour l'environnement, mais en plus, on s'appauvrit. Fait que de monter notre capacité énergétique et de s'en aller rapidement dans les voitures électriques, ça va être payant, ça va enrichir le Québec. En tout cas, ça va faire en sorte qu'on va moins s'appauvrir en payant par l'essence. Mais là, tu es conscient qu'on ne peut pas y aller à coup de barrage comme autrefois. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour ça. Donc, comment tu veux diversifier cette production? Ben moi, je pense qu'il faut aller à plusieurs endroits. D'abord, avant tout, on va parler de l'électricité avec Hydro-Québec. Moi, je pense qu'Hydro-Québec devrait être des champions aussi pour la conservation de l'énergie. Une des problématiques qu'on a, c'est la perte en énergie lors du transport ou lors de la transformation. Je pense qu'on devrait travailler fort pour essayer de minimiser les pertes d'énergie. Ça serait une première des choses. Puis Hydro-Québec devrait être un champion. Ensuite de ça, il faut regarder toutes les sortes d'énergie. On parle de l'éolien, on parle du solaire. On a des grands espaces, on pourrait les utiliser. Mais il faut aussi se poser la question au niveau de l'énergie nucléaire. Je sais que c'est pas plaisant à entendre, puis on était dans le passé dans le nucléaire, mais c'est peut-être... Tu sais, il y a des chicanes. Est-ce que c'est de l'énergie verte? En réalité, l'énergie verte. Mais les gens disent que oui. Bon, il y en a qui contestent puis ils disent que c'est pas nécessairement la meilleure chose. Mais la réalité, là, c'est qu'il faut maximiser notre capacité à générer de l'énergie. Parce qu'il ne faut pas juste être à un niveau à nous pour faire en sorte de nos besoins, mais il faut être capable de le vendre. C'est une façon aussi d'enrichir le Québec, c'est de vendre cette énergie un peu partout, soit ici en Amérique, mais aussi dans d'autres pays qui vont avoir besoin des besoins énergétiques. On le voit actuellement en Asie, la Chine, l'Inde ont des gros besoins énergétiques, mais ça s'en va vers l'Afrique qui sera le prochain continent. Moi, je pense que tout le grand développement dans le futur, ça va être par l'Afrique. Et, oui, d'autant plus que d'ici 40 ans au maximum, il y aura 1 milliard de francophones dans le monde à cause de l'Afrique et donc des besoins qui vont se développer. Le français est la langue dans le monde qui augmente son nombre de locuteurs le plus vite en ce moment. C'est curieux, on ne penserait pas à ça. Ce n'est pas une langue finie, bien au contraire. Et en plus, je pense que nous, on a une certaine capacité à apprendre les langues latines, donc l'espagnol pour l'Amérique du Sud. Mais c'est ça. Puis là, j'aimerais t'amener sur un autre truc que moi, j'ai beaucoup aimé entendre, c'est d'abolir la règle du plus bas soumissionnaire. Okay? Parce que je l'ai vécu dans un projet de construction, d'agrandissement au cégep du département de théâtre. Ça a été l'enfer, la règle du plus bas soumissionnaire. Et ça plus largement, puis je vais revenir sur celle-là, c'est la question des infrastructures. Oui, OK. Bon, quand on regarde les infrastructures au niveau mondial, tous les pays actuellement se développent à vitesse grand V. On voit en Asie, là, ils font des constructions, ils font des barrages, ils font des routes, ils font des buildings. Et nous, chez nous, on a cette incapacité actuellement, malheureusement, à faire des constructions dans des coûts raisonnables et en plus dans du temps raisonnable. Des délais raisonnables. Ouais. Je vais vous donner 2 exemples dans la région de Montréal. Il y a le pont Hippolyte-Lafontaine. Écoutez, ça n'a aucun bon sens qu'une artère aussi principale soit bloquée pendant 7-8 années. Ça ne fait aucun sens. Surtout en plus que c'est un un tunnel qui a pris 4 ans à construire. Ouais. Fait que là, tu dis, en 4 ans, j'ai construit ça dans les années 60. Puis là, j'arrive aujourd'hui.
Puis ça prend 7-8 ans. L'impact est majeur. Ensuite de ça, on a le train de banlieue de Deux-Montagnes. Imaginez, c'est un train de banlieue là, qui a 32 km et ça va faire 6 ans qu'il est arrêté. 6 ans qu'il est arrêté pour une ligne qui est en grande partie hors terre. Puis là, naturellement, Tout il ça trouve avec tout les ça. réparations sur le pont, en même temps, le pont de l'île autour. C'est ça. Fait que là, on est dans une situation où le train de banlieue, les gens se disent, bon, tu sais, il n'y a personne qui en parle. Moi, ça fait depuis le début de la campagne que j'arrête pas de parler du train de banlieue, puis je me dis, c'est inacceptable. Et là, il y a de la congestion, il y a des coûts écologiques énormes au niveau du train de banlieue, mais encore une fois, c'est un train que cette ligne-là a pris 3 ans ou 4 ans à faire. Le métro de Montréal, en 1960, dans les années 60, ça a pris 4 ans à faire. On avait toutes les infrastructures. Aujourd'hui, on est incapable de faire ça dans des délais, puis surtout à des coûts raisonnables. Fait que moi, les mesures, dès que je suis arrivé, moi, j'ai dit, au niveau des infrastructures, il faut avoir un changement complet. D'abord et avant tout, il faut être en mesure d'évaluer avant les soumissions comment ça va coûter. Comme le pont de Québec, actuellement, le 3e lien qui parle, là, les gens, ils lancent des chiffres, 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Il n'y a personne qui a fait une analyse. Le gouvernement devrait avoir une équipe de spécialistes qui font une analyse pour dire, écoutez, selon le projet qu'on pense, ça devrait coûter tant, on va s'en aller en appel d'offres. Et si l'appel d'offres, on pense que ça coûte 8 milliards, puis qu'il arrive avec un appel d'offres de 12 ou 13, bien, on va dire, bien, regardez, laissez faire. On va aller ailleurs, peut-être même à l'international, pour voir s'il n'y a pas des... La deuxième chose, c'est que dans les appels d'offres, il y a cette question du plus bas soumissionnaire. Et moi, je trouve ça aberrant parce qu'il y a des gens qui font les appels d'offres, descendre au plus bas, mais après ça, tout ce qu'ils font, c'est demander des extras. Les dépassements. Mais là, ils trouvent... c'est ça. Puis là, ils trouvent toutes sortes de raisons. C'est hallucinant. Ouais. Et il faut se sortir de ça. Parce de cette culture-là. Ben non, ça ne fait aucun sens. Je dis pas que le prix ne doit pas être considéré, mais ça ne devrait pas être là. Le principal. Et l'autre chose que j'ai mentionnée au niveau des infrastructures, j'ai mentionné que s'il y avait des dépassements de coûts de 15 % ou des délais de 15 % il devrait automatiquement avoir une enquête. La raison, c'est parce qu'on veut être en mesure de savoir si le problème il vient du gouvernement parce que son appel d'offres n'était pas correct, puis on va s'assurer que dans le futur, ça va être correct, ou c'est l'entrepreneur qui a fait des choses qui ne sont pas correctes. Et s'il y a un appel d'offres subséquent dans d'autres projets, bien, qu'on pénalise cet entrepreneur-là qui n'a pas fait sa job correctement. Mais le problème actuellement, c'est que les gens se fichent un peu de ce qui se passe. Parce que le gouvernement semble agir comme si ce n'était pas son argent. Ça coûte d'ailleurs moins cher de construire. Puis là, justement, dans la presse, il en parlait, la construction des écoles. Il disait que ça coûtait moins cher dans le privé que de construire des écoles dans le public. Parce qu'il disait qu'il y avait toutes sortes de réglementations, mais surtout un laisser-aller dans le contrôle. Ce qu'on voit avec SAQ de Clic, au niveau de l'assurance. Bon, c'est inadmissible ce qui s'est passé, mais comment on fait pour perdre autant le contrôle? C'est parce que les gens... Il n'y a personne dans le privé qui aurait laissé aller une facture monter autant sans réagir. Et c'est cette culture-là, il faut du privé, il faut l'installer dans le public pour qu'on arrête. Parce que, vous savez, quand tu arrives et tu dis, moi, mon infrastructure, elle me coûte 1 milliard de plus ou 2 milliards de plus, c'est beaucoup d'argent. C'est des sources de revenus qu'on n'a pas puis qu'on ne peut pas investir ailleurs. Fait que moi, cette vision-là est un peu différente. Moi, je veux qu'on s'attaque à cette notion de dire, ben écoutez, comment qu'on fait? Puis même les appels d'offres, je pense que même au niveau des municipalités, on n'a pas les appels d'offres ne sont pas uniformisés. Et je pense qu'il faut, avec l'expérience, uniformiser nos appels d'offres pour s'assurer que quand on s'est fait prendre une fois, bien, on se fait prendre une deuxième fois, ça fait qu'on change notre appel d'offres. Et un dernier point que je voudrais mentionner aussi, on a... au Québec, on a cette capacité de dire, bien, écoutez, quand on fait des appels d'offres, on dit, hey, ça nous prend des gens qui ont de l'expérience, donc qui ont fait des projets similaires. Quand on arrive avec les projets gouvernementaux, habituellement, c'est des projets majeurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter des sociétés québécoises. Et ça va être des grandes compagnies américaines, par exemple, dans l'informatique, qui vont prendre le contrat. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, il y a 2 éléments pervers.
Le premier, c'est que nos entreprises québécoises qui veulent se développer puis aller sur les marchés étrangers, eux autres n'ont pas d'expérience. Ça veut dire qu'on devrait prendre en considération le fait de faire participer nos entreprises québécoises pour leur donner une expérience sur des grands contrats, puis après ça, ils vont pouvoir aller soumissionner sur des contrats à l'international, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils ont beaucoup de difficultés. Ensuite de ça, bien, naturellement, quand tu as des grandes boîtes, eux autres, avec leur taux, bien, dès qu'il y a un pépin, ben, eux autres, ils continuent à additionner. Puis les grands scandales qu'on a eus, ben, il y a bien des fois, c'est les grandes entreprises qui mettent des taux horaires extrêmement élevés, puis on perd le contrôle, puis là, ben, on n'est plus capable de les arrêter. Donc, il faut peut-être penser à qui fait le travail dans certains domaines et d'encourager les entreprises québécoises. Un autre domaine où tu as surpris dans un débat récemment, c'est quand tu as parlé de la relation que tu aimerais avoir avec les syndicats. Oui, je sais. C'est spécial avec Ouais. les libéraux. On n'est pas nécessairement C'est là que ça proches. m'amène, oui, de ce dont on vient de parler. Ben c'est ça, c'est que ce que je mentionnais, c'est que dans le secteur de la santé et de l'éducation, moi, je crois à la décentralisation parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rapprocher des gens sur le terrain pour être capable de changer le système puis d'améliorer les choses. Dans toutes les entreprises, par exemple, quand on a des employés qui disent hey, on devrait faire telle ou telle chose, ben ça nous permet, parce que les autres ils ont accès directement à la clientèle, par exemple, bien là, on est capable de rapidement se retourner de bord puis de faire les changements. Je trouve qu'au gouvernement, on centralise beaucoup. On centralise, puis les décisions sont prises loin des travailleurs, loin de la clientèle. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se rapprocher des syndicats. Il faut se rapprocher, donc décentraliser, se rapprocher des syndicats et en faire nos partenaires. Dire aux syndicats, écoutez, vous voyez plein de choses sur le terrain, il y a des choses qui doivent vous déranger, vous dites, ben c'est pas optimal. Les professeurs dans les écoles, de les faire participer à l'élaboration des programmes. Donc, c'est ça, quand je parle de me rapprocher des syndicats, c'est de dire, il faut qu'ils deviennent des vrais partenaires. Et je ne veux pas les avoir, moi, les syndicats, juste pour avoir une négociation de leur convention collective. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir des partenaires qui vont aider à améliorer le système, finalement, le système de la santé. Et je veux me rapprocher aussi de la base pour qu'on parle avec les bénéficiaires, ceux qui bénéficient des services, parce qu'encore une fois, quand je regarde juste dans le domaine de la santé, moi, quand je m'en vais dans les urgences, je trouve ça inadmissible. C'est comme si on n'avait pas de traitement, on n'était pas considéré. On rentre dans le système, c'est subit le système. Mais moi, c'est drôle, puis je sais que c'est très pointu, peut-être, de ce que je vais parler, mais c'est quand même symptomatique d'une problématique de non-considération de l'individu. Quand tu arrives, puis moi, je suis rentré à un moment donné avec un de mes enfants qui était plus jeune, il avait à peu près 7-8 ans, puis il s'était coupure assez profonde pour être obligé d'avoir des points de suture, puis il était rendu 7-8 heures, 9 heures le soir, donc pas de CLSC d'ouvert, c'était l'urgence, c'était la seule place. Bien, ils m'ont fait attendre. Ils nous ont fait attendre pendant 10 heures. Quand il aurait pu tout simplement arriver à l'urgence puis dire, savez-vous quoi, ça peut prendre du temps, retourner à la maison, on va faire un pansement temporaire, retourner à la maison, quand ce sera le temps, vous allez revenir, on vous appellera. Ça, là, c'est ça, prendre soin des gens, de faire en sorte que on est... C'est un peu banal, mais ça représente que moi, je trouve problématique dans le système. C'est banal, puis ça ne l'est pas, parce que quand tu es Québécois et tu rentres dans une urgence, tu ne sais pas quand tu vas sortir. C'est un stress. À moins d'arriver sur une civière et être très, très mal en point, là. Mais est-ce qu'on a trop focusé sur les hôpitaux et les urgences au détriment des CLSC, par exemple? Oui. Est-ce qu'on a trop misé uniquement sur les hôpitaux au détriment des CLSC qui permettraient peut-être de désengorger tout ça? Ben moi, c'est sûr que les CLSC devraient être ouverts beaucoup plus longtemps. Puis, tu sais, ça devrait être notre premier point de chute pour des situations un peu comme je décrivais comme mon fils. Peut-être de les ouvrir tôt le matin, 7 ou 8 heures le matin, puis jusqu'à 10 heures le soir, 7 jours par semaine. Ça serait probablement une première place à aller. Mais tu sais, dans les urgences, c'est drôle parce que je me permets encore, c'est très, très... tu sais, le monde est
des exemples, là, je pourrais en donner. Quand tu arrives à l'urgence, ça fait 10 heures. Parce que c'est l'élément de stress, tu es malade, tu te files pas bien, puis tu as l'élément de stress, tu as peur d'aller à la chambre de bain parce que tu te dis, ben, peut-être mon tour va passer. Tu as peur d'aller manger à la cafétéria parce que, tu sais, on va dans les restaurants, ils nous donnent des pagettes. Aujourd'hui, avec la technologie, ils pourraient nous envoyer des messages textes. Il y a toutes sortes de moyens, mais on s'attarde même pas à faire. Tu sais, on veut changer un système. C'est un budget énorme, mais on s'attarde pas à la chose la plus importante qui est le patient. Et moi, ça, je veux que ça change. Au niveau de l'éducation, quand je parlais que ma vision était un peu différente au niveau de la dépense versus le revenu, moi, au niveau de l'éducation, j'aimerais qu'on crée au Québec un centre du savoir québécois. Donc, un centre québécois du savoir. Et pourquoi ça? J'explique un peu. C'est que la connaissance, elle est demandée partout dans le monde. Les gens courent après la connaissance. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font ce qu'on appelle du e-learning, là, les formations en ligne. Et moi, je trouve qu'avec tous les savoirs qu'on a, les universités qu'on a, les gens se battent et se disent hey, c'est important qu'on ait des étudiants parce qu'il faut qu'on finance nos cours, nos universités. En 2020, on avait 20 milliards au niveau des revenus qui étaient générés par le e-learning, la formation en ligne. Ils prévoyaient en 2020 qu'en 2027, ça serait rendu à 80 milliards. En 2024, on était déjà rendu à 400 milliards, plus de 400 milliards dans le e-commerce, le learning, le e-learning, excuse-moi. Ouais. Et donc, on voit l'expansion importante de la connaissance. Et il y a des pays dans le monde qui ont besoin de cette connaissance-là plus que d'autres, puis ils sont prêts. On parle du secondaire, du primaire, de l'universitaire, du collégial, mais aussi dans le domaine professionnel. Et moi, je pense que les universités au Québec, on devrait considérer la connaissance comme étant comme une ressource naturelle, aussi importante, et investir pour qu'on puisse la diffuser dans le monde et générer des revenus importants. Et ce que je ferais avec ça, c'est que je ramènerais cet argent-là et il y a un tiers qui serait au niveau des infrastructures, un tiers au niveau du personnel et un tiers dans la diminution des frais de scolarité. Ça, là, ça compte un premier ministre libéral qui diminuerait les frais de scolarité. Ben si on est capable d'aller chercher l'argent ailleurs, certainement. Ouais. Et il faut comprendre. Puis ouais. Juste pour mettre une image vraiment simple, imaginez, on fait une formation à 1 000 $. Ouais. On l'a traduit dans différentes langues et on l'envoie sur les réseaux, sur Internet. Et là, on a 1000 personnes, juste 1000 personnes sur le monde qui décident, c'est 1 million de $. C'est énorme. C'est énorme le revenu qu'on peut générer au niveau de la connaissance. Et en plus de ça, une université comme McGill qui est reconnue, imaginez s'il arrivait et disait c'est avec l'Université McGill, c'est avec l'Université du Québec, l'Université de Montréal, ça pourrait être vendu partout sur le monde. C'est pour ça que je dis il faut arrêter de penser uniquement aux dépenses et de penser comment on peut faire pour enrichir. Je vais vous donner un autre exemple. Et ça, c'est un peu plus complexe, mais je vais le dire quand même. Au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on a des gens qui, quand tu es résident, tu peux recevoir tes soins universels. Bon, mais les gens du Québec, ils payent pour le système de santé avec leurs impôts. Quand tu es un citoyen canadien puis que tu décides de t'en aller à l'étranger, il y a des gens qui quittent, soit qui ont pris leur citoyenneté puis après ça, ils retournent dans leur pays d'origine, soit ils quittent puis s'en vont dans des paradis fiscaux, etc. Ils vont se promener. Il y en a d'autres qui vont travailler ailleurs. Puis moi, j'aimerais ça qu'on regarde la conséquence. Les gens quittent le Canada. Ensuite, ils partent à l'étranger travailler. Ils vont générer des revenus. Puis à un moment donné, ils reviennent à leur retraite quand ils commencent à tomber malades. Puis là, ils viennent utiliser le service de santé. Et là, on voit que ces gens-là n'ont pas contribué. Puis quand ils sont à leur retraite, bien, ils n'ont presque plus de revenus imposables. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas payé, mais ils utilisent les services de santé. Ce que je trouve une aberration. Moi, je pense que quand tu es à l'étranger, si tu tombes malade, tu peux revenir rapidement, tu peux récupérer ta carte d'assurance maladie. Fait que moi, je prône une réflexion sur l'imposition des citoyens canadiens qui sont à l'extérieur du pays.
on pourrait leur demander, par exemple, une contribution annuelle de 3 000 Puis je dis pas que ça s'appliquera à tout le monde, mais en 2016, il y a eu des études qui ont démontré qu'il y avait 4 millions, environ 4 millions de citoyens canadiens qui étaient à l'étranger. Si on faisait 4 millions fois 3 000 on arrive à 12 milliards de dollars. Le Québec pourrait récupérer environ 3 milliards de ça. C'est 3 milliards de dollars qu'on aurait annuellement pour le système de santé pour des gens qui, ultimement, pourraient le bénéficier. Je comprends que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, puis il y a des cas d'exception, mais c'est juste d'avoir cette réflexion de qui bénéficie. C'est comme une assurance. Tu es à l'étranger, tu tombes malade, tu reviens et tu peux récupérer tes droits. Fait que moi, encore une fois, c'est cette notion de comment je fais pour enrichir le Québec, pour faire en sorte que ceux qui sont au Québec, ultimement, on réussit à baisser les impôts. Quand je parlais de l'exploitation des ressources naturelles, moi, j'aimerais ça, dans le fonds souverain, moi, il y aurait un tiers qui serait au niveau des infrastructures, un tiers qui serait au niveau des dépenses courantes et un tiers qui serait au niveau de la baisse des impôts, des taxes, des frais. Parce qu'actuellement, on ne peut pas être dans une pire situation comme individu. On a des impôts qui sont au maximum. Tu ne peux pas demander plus que 50 %. Ils le font actuellement, c'est un peu plus que 50 %, mais demander plus d'impôts, ça ne fonctionne pas, c'est inacceptable. Et en plus de ça, au niveau des frais, on paye des frais dans tout. Sur l'essence, on paye plus cher au niveau de l'essence. On a des frais, on a des impôts, on est au maximum. Et la conséquence que ça a, d'ailleurs, à cause de mon travail, puis je le vois, il y a beaucoup de gens, des fortunés, qui décident de quitter le Canada. Ils quittent le Québec, ils s'en vont ailleurs, s'en vont vivre aux États-Unis pour beaucoup, mais il y en a qui partent dans d'autres régions du monde. Et ça, là, c'est un appauvrissement parce qu'ils partent d'abord et avant tout avec une partie de leur fortune, mais des fois, ils partent avec leur entreprise, ils s'en vont s'établir aux États-Unis parce que le taux d'imposition est plus bas. Fait que moi, cette notion de développer d'autres types de revenus pour faire en sorte de venir enlever la pression sur les individus, tout le monde va y gagner à long terme. Ça m'amène, moi, à vouloir parler de reprenariat avec toi. OK? Oui. Moi, c'est une chose qui me frappe depuis des années de voir des Québécois qui bâtissent des entreprises qui deviennent des fleurons. Et 9 fois sur 10, on apprend que ça a été vendu aux Américains. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas, cette espèce de tradition de passage à la génération suivante. Il y en a, mais c'est pas, on dirait que... Puis je sais, mon père l'a vécu, il était homme d'affaires à un moment donné, puis il a eu un problème, puis le gouvernement ne l'a pas soutenu pour qu'il puisse continuer face aux Américains qui ne voulaient plus vendre le moteur de son camion. Et je veux dire, il n'y avait pas d'appui, là. Et le reprenariat, c'est la même chose, que ce soit en agriculture, où là, c'est énorme, les coûts, pour reprendre la terre de ses parents, et aussi le reprenariat de toutes sortes d'industries, parce qu'on dit souvent qu'on est les génies de la PME, et c'est vrai au Québec, mais souvent, ça passe pas une ou deux générations. Ça, c'est super intéressant. Puis, encore une fois, dans mon domaine d'expertise, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. Moi, je travaille avec les entrepreneurs de partout dans la province. Là. Puis, il y a des gens qui ont monté, justement, des super belles entreprises. Moi, j'ai vu une évolution. Avant, il y avait cette notion d'empire. Les gens créaient des empires. Puis, on a au Québec des empires qui se sont créés. Les Couche-Tard, les Desmarais, les Brafman, les Saputo. Il y a des gens qui ont créé des empires. Mais cette vision d'empire-là, elle est beaucoup disparue, je mentionnerais. Et ce que je m'aperçois, moi, ce que je vois en réalité, c'est que les gens bâtissent des sociétés qui arrivent à 40, 50, 100 milliards, 100 millions, de valorisation. Et là, les gens disent, moi, j'aimerais ça en récupérer. J'aimerais ça avoir de me sortir. Ils peuvent se sortir des dividendes à chaque année, sauf que habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font grossir l'entreprise. Et la valorisation, c'est une projection dans le futur des revenus que tu vas générer. La réalité, c'est que les gens n'ont pas, même si ça vaut 100 millions, s'ils n'ont pas de 25 ou 30 millions dans leur poche, ça fait en sorte que les gens, à un moment donné, ils regardent leur vie et ils se disent, savez-vous quoi, moi, j'aimerais ça, être capable d'empocher une partie de la valorisation de mes entreprises. Et là, ils s'en vont sur le marché, puis ils s'aperçoivent qu'il
il n'y a personne qui est prêt à leur donner. Ils ne veulent pas nécessairement se départir de leur entreprise, mais ils sont obligés parce qu'il n'y a personne qui va prendre une participation de 30 ou 40 de leur entreprise. Parce que les gens, les fonds, il y a des fonds qui vont le faire, mais ils vont mettre de la pression pour essayer de générer davantage, etc. Moi, ce que j'ai pensé, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, dans la première année de mon mandat, je demanderais à Investissement Québec et la Caisse de placement de dépôt du Québec pour voir comment on pourrait faire pour créer un fonds québécois d'investissement dans les entreprises. Et ma vision, là, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans des REER. Il y a des milliards dans les REER, il y a des milliards dans les CELI, il y a des milliards aussi dans des sociétés de gestion que les Québécois ont ou à l'extérieur de ces fonds-là, du CELI, REER, il y a des argents qui sont là, les gens investissent. Si on avait la capacité d'avoir un fonds québécois qui investirait justement dans des entreprises, ça ferait en sorte qu'on pourrait dire à l'entrepreneur, écoutez, vous avez une entreprise qui est hyper rentable, mais on ne veut pas que vous la vendiez nécessairement à 100% à l'étranger. On va prendre une participation de 40 ou de 49% dans l'entreprise, mais ça va être des fonds québécois. Moi, quand j'ai mon REER, là, et que j'ai investi, puis qu'on place de l'argent dans une société comme Tesla aux États-Unis, ou on place dans du IBM aux États-Unis, on place dans des compagnies étrangères, des compagnies publiques étrangères. Pourquoi on ne serait pas capable d'investir dans des fleurons québécois qui sont extrêmement rentables, au lieu de dire en réalité à nos Québécois, garde, reste donc à la tête de ton entreprise, mais on va te donner les liquidités. C'est une façon. Il y a plein d'autres choses là, au niveau du transfert, mais moi, je trouve qu'il y a trop d'argent dans les bas de laine des Québécois qui ne sont pas utilisés pour investir dans le Québec. Et moi, ça va être... je vais trouver une façon, je vais demander à Investissement Québec puis à la Caisse de placement de dépôt de comment on peut faire pour faire en sorte qu'on va investir les Québécois vont pouvoir investir dans les entreprises québécoises. OK. On revient-tu un peu sur l'éducation, puis en même temps, et peut-être attaché à ça, la situation du français au Québec Oui, et de certainement. la culture en général. Oui. Écoute, moi, j'ai une fille d'abord, j'ai un petit-fils qui est au primaire, donc je vois là l'évolution. Il est dans une très bonne école publique, ceci dit, parce qu'il y en a des très bonnes. Et, mais en même temps, cette espèce de melting pot où on fait des classes avec toutes sortes d'enfants qui sont pas toujours au même stade, qui ont des problèmes particuliers, et on demande aux professeurs non seulement d'enseigner la matière, mais de régler des choses pour lesquelles elle n'a pas la compétence, et surtout, on lui demande de faire 2 affaires en même temps qu'elle ne peut pas faire en même temps. OK? Et au Québec aussi, on est la seule province au Canada où il n'y a pas de classe de surdoués. C'est comme un tabou. Et connaissant un petit surdoué moi-même, quand tu lui dis 4 fois la même chose, tu le perds. Oui, effectivement, mais je suis un peu d'accord. Moi, je trouve qu'on s'est en allé vers des classes qui sont hétérogènes, et moi, je pense qu'on devrait retourner à des classes qui sont homogènes. Ouais. Parce qu'on veut que nos professeurs enseignent, Ouais. et on veut pas que ces professeurs-là, en plus d'enseigner, ou on les oblige à devenir des spécialistes dans la gestion des différences entre les... Puis je pense, dans des classes homogènes, ou plutôt quand on est dans des classes hétérogènes, moi je pense que ça nuit au développement de ceux qui sont les plus forts, mais aussi, selon moi, ça nuit à ceux qui sont là puis qui voient qu'il y a une différence avec certains plus forts, puis là, ils se dévalorisent par eux. Fait que moi, je pense que là-dessus, il y a un travail à faire au niveau de l'homogénéité. Je pense qu'il faut réduire aussi le nombre d'élèves dans les classes. C'est sûr, les professeurs ont de la pression, puis encore une fois, moi, je pense, puis dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis allé, où j'ai vu, il faut intégrer les professeurs dans le processus de comment on bâtit l'école, comment on la rapproche. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, de se rapprocher c'est de les faire participer dans le modèle de qu'est-ce qu'eux voient comme modèle éducatif le meilleur pour qu'ils permettent d'aller de l'avant. Puis naturellement, c'est le support. Quand tu as des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, pour X raisons, il faut les supporter, il faut avoir du personnel. Mais encore une fois, ce que je mentionnais,
c'est qu'il faut avoir les sources de revenus. Parce que c'est facile de dire, tout le monde va dire, oui, c'est ça que ça nous prend, mais comment on le fait? C'est d'avoir les budgets. Actuellement, on n'a pas les Oui. budgets, puis c'est... Une façon peut-être de contourner partiellement ce problème-là, c'est d'établir un système de mentorat. Moi, j'ai connu une école primaire où ça se faisait, où les élèves aînés, les plus vieux, s'occupaient des plus jeunes. Et c'est comme une tradition dans cette école-là. Donc, en même temps, ça éveille les aînés à toute la problématique des enfants plus jeunes, avec tout ce que ça peut comporter. Et ça peut être un soutien aux profs, ça aussi. Tu as raison. Puis le mentorat, ça peut être aussi avec des gens, Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont à leur retraite. Et moi, je trouve ça impressionnant, la capacité. La première fois que je me suis présenté en politique, j'avais beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui avaient pris leur retraite, puis ils s'ennuyaient, puis ils voulaient faire des choses. La seule chose, c'est que les gens ne veulent pas être pris. Tu sais, ils veulent donner du temps, mais ils ne veulent pas se sentir obligés d'être toujours pris à donner du temps. Mais il y a des gens qui s'impliquent et le font avec plaisir. Moi, je pense qu'il faut utiliser les gens qui sont à leur retraite, qui ont des disponibilités, pour les aider dans les écoles, par exemple. Mais là, tu parles de bénévolat. Oui, je parle de bénévolat. Mais c'est parce qu'il y a du bénévolat qui est là. Puis je vais vous donner... Je vais te donner un exemple. Tu sais, je sais que je m'éloigne, puis on va revenir au niveau des écoles primaires et secondaires, là, mais tu sais, quand je parle de bénévolat, quand on parle de la formation, là, les nouveaux arrivants, ben, tu sais, quand tu apprends une nouvelle langue, ben, il faut que tu l'apprennes. C'est sûr que tu peux l'apprendre avec un professeur, mais tu peux avoir des applications en ligne, mais tu peux aussi, tu as besoin de discuter, de parler, de converser. Et les bénévoles peuvent faire en sorte d'avoir des conversations avec les gens. Fait que moi, je trouve que le bénévolat, c'est quelque chose aussi à additionner. Mais si je reviens aux petites écoles, tu as raison de dire que tu peux avoir des plus vieux qui vont enseigner aux plus jeunes, parce qu'on le sait, l'enseignement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que quand tu es capable d'expliquer à quelqu'un ce que tu connais, c'est parce que tu le connais, tu le comprends mauditement bien. Ouais. Et donc, ça a deux côtés. Oui, ben écoute, mon petit-fils, il y a 2-3 mois, m'a expliqué comment la Terre a été formée il y a 7 ans. Et c'était parfait comme explication. C'était tout à fait ça. Ben, c'est Les ça. gens ne savaient pas autant à son âge. Puis moi, je pense que notre jeunesse, parce que dans le domaine de l'éducation, on parle beaucoup de décrochage, mais moi, ce que je dis, ben, le système d'éducation où tu as assis un enfant sur une chaise pendant X nombre d'heures, tu sais, on est rendu ailleurs parce qu'à cause des technologies. Mais je dis, bon, il faut rentrer le sport dans les écoles, beaucoup plus d'activités, mais aussi d'amener ailleurs. Moi, je voyais du parrainage, par exemple, à l'international. Tu pourrais arriver et avec les tablettes, dire, ben écoutez, pendant une demi-heure par semaine, tu vas parler avec quelqu'un d'une autre origine, d'un autre pays, peut-être même à l'international. Tu arrives à 8h30 le matin, tu peux parler avec un Français ou tu peux parler avec quelqu'un en Afrique, tu peux parler avec des communautés autochtones ou que, tu sais, de l'interaction, c'est d'interagir, de faire interagir les jeunes avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres. Ça, c'est une façon de garder un intérêt de nos jeunes à l'école qui va dépasser seulement l'éducation. Puis quand je regarde Duolingo, je ne veux pas faire de la publicité pour eux autres, mais apprendre une langue. Moi, mes 2 enfants ont appris l'espagnol puis le portugais, puis j'en ai un qui est en train d'apprendre le russe, puis l'autre le chinois, puis c'est hallucinant, ces applications-là. Et c'est facile. Tu vas apprendre le piano. Je dis pas que les pianos, c'est la même affaire. Tu as des applications, tu peux... Puis on va parler de la culture sur les jeunes. Puis moi, je pense que ça aussi, c'est une façon d'apprendre puis d'attirer. Apprendre le piano avant, c'était compliqué. Moi, les enfants, je leur ai demandé dans le passé, je leur ai dit, quand ils étaient très jeunes, apprendre le piano, puis ça les intéressait pas. La journée qu'ils ont eu l'application, ils sont pas les experts, c'est pas des Beethoven, là, mais le point, c'est qu'ils sont capables d'apprendre rapidement. Puis même moi, je m'amuse au piano avec des applications que c'en est le fun. C'est plaisant. Donc, il y a capacité d'amener de l'apprentissage différemment que ce qu'on faisait avant, puis d'intéresser les jeunes pour pas qu'ils décrochent. Est-ce que tu irais jusqu'à des états généraux de l'éducation? Ben, je pense que ça, tout le monde s'est prononcé en faveur. Ouais. Parce que moi, ce que je trouve au niveau de... Moi, c'est pas ma façon d'agir, mais en politique, malheureusement,
c'est très renfermé, le processus décisionnel. Et j'aime pas ça. Moi, je trouve que quand tu arrives au niveau de la santé, quand tu arrives au niveau de l'éducation, dans des grands domaines comme ça, ben, ça devrait être transpartisan, on devrait faire venir des experts, on devrait faire participer les enseignants, les professeurs, les enfants, et donc mettre tout le monde autour de la table. Puis des états généraux, ben, c'est à ça que ça sert. C'est d'entendre tout le monde. Puis après ça, il y a des rapports qui sont faits, puis on dit, bon, on devrait s'en aller dans cette direction-là. Moi, je pense que quand on parle de vision à long terme, tu sais, quand, mettons, la CAQ a pris la décision d'aller avec Santé Québec, bon, ils ont pris leur décision, puis après ça, ils arrivent sur la table, puis ils présentent ça. Puis Santé Québec, actuellement, ça semble s'en aller beaucoup plus vers une centralisation qu'une décentralisation. Fait qu'on est comme pas du tout à la même place de penser. Et là, le problème, c'est que si moi, j'arrive au pouvoir, puis je dis, ben, on n'est pas à la bonne place, ça veut dire quoi? Toute l'énergie qu'on a mis dans Santé Québec, on repart à zéro. Il faut arrêter qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui rentre en place, qu'on rechange le système. Ben non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et ça, encore une fois, c'est une question de vision, c'est une question d'approche. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir la meilleure solution possible. C'est ça que moi, je recherche. Je suis pas quelqu'un qui est fermé. Moi, je suis beaucoup à l'écoute. D'ailleurs, je pense, au niveau de la connaissance, j'aimerais ça que le gouvernement mette en place sur des sites web l'interaction. Vous savez, moi, j'ai fait des TikTok, je suis allé, c'était un peu drôle, j'ai au-dessus de 500 000 vues sur les TikTok, et je vois les commentaires des gens qui amènent des idées, etc. Mais moi, je pense justement qu'il faut mettre à profit les idées des gens, parce qu'il y en a qui ont des bonnes idées. Mais c'est ça. Ça fait que moi, j'aimerais ça qu'on aille en continu, parce que des états généraux, c'est correct, mais ça va être statique dans le temps. Mais j'aimerais ça que si on avait une capacité d'avoir des sites web où on a de la discussion avec la population pour dire, écoutez, dans le domaine de l'éducation, voici ce qu'on pourrait faire, et de faire en sorte que tu as des experts au fur et à mesure qui viennent ajouter en disant, hey, on pourrait peut-être s'en aller dans cette direction-là. Et les partis politiques pourraient s'informer, tirer de l'information de ces plateformes-là. C'est ça qu'il faut. Il faut mettre en profit les expertises ici, mais aussi les expertises à l'international. Moi, ce que je veux, c'est créer un groupe de travail, de recherche à l'international au niveau de l'éducation, dans la santé. En réalité, c'est des gens qui vont aller chercher les meilleurs, ce qui est de meilleur à l'étranger. Parce que moi, à chaque fois, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, et je suis tellement surpris des fois, je me dis, hey, ça, là, c'est tellement bon comme chose, puis on n'a pas ça chez nous, on devrait l'avoir. Mais dans le domaine de la santé, c'est la même chose. On n'a pas le meilleur système au monde. Dans l'éducation non plus. On n'a pas le moins bon, mais on n'a pas le meilleur. Mais il y a des pratiques qui se font ailleurs, et je pense qu'il faut aller comparer avec ce qui se fait ailleurs pour essayer de ramener au Québec les meilleurs... Je voudrais t'amener sur un autre sujet qui est un peu connexe à ça, parce que, bon, tu parles de l'international, on a beaucoup parlé d'éducation. Il y a une mesure que tu prônes parce que, tu sais, bon, face à la défense du français à Montréal, tout le monde dit on va mettre beaucoup d'argent, puis de temps en temps, l'Office de la langue française dit une absurdité comme go, habs, go, c'est pas correct, etc., etc., etc. Ça, c'est une... Toi, comment tu vois cette problématique? Bon. Moi, c'est sûr que quand je regarde ce qui se passe avec la protection de la langue française. Oui. Tu sais, c'est ça, parce que tu as parlé de l'éducation Moi, et puis des travailleurs étrangers, OK? Oui. Tu as une mesure que je trouve importante pour recolorer un petit peu plus en français le centre-ville de Montréal. Fait qu'explique-nous. C'est sûr qu'au niveau de la langue, la première des choses, c'est que moi, quand je regarde la situation, je me dis, bon, Montréal, je travaille à Montréal. Je viens de la Gaspésie, je viens de Matane. Puis je reste en Outaouais, mais c'est 25 ans que je travaille à Montréal. Et on parle de l'anglicisation de Montréal. Puis quand on se fait servir, puis c'est vrai qu'il y a des endroits où on se fait servir en anglais, puis les gens ne parlent pas français. Puis c'est frustrant. Et moi, j'ai réfléchi à ça, puis je me disais, bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vient angliciser Montréal de cette façon-là? Puis quand je regarde l'Outaouais, par exemple, où on est proche des lignes avec l'Ontario, mais on n'a pas cet unilinguisme-là spécial. C'est vraiment étrange. C'est vraiment spécifique à Montréal. Ouais. Et là, je me suis dit, et naturellement, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui s'en viennent,
et on leur donne un permis de travail. Mhm. Et moi, dans ma tête, là, je me dis, l'étudiant étranger qui arrive ici et qui ne parle pas le français et qu'on lui donne un permis de travail, qui s'en va sur le marché du travail, 20 ou 24 heures par semaine, bien, cet étudiant-là, quand il va rentrer dans le, le milieu de travail, bien, tout le monde autour va parler anglais parce qu'il ne parle pas autre chose que l'anglais. Mhm. Moi, je prône le fait qu'on ne donne pas de permis de travail ou des droits de travail à des étudiants étrangers qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas un français fonctionnel. Parce que moi, je pense que ça, c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on anglicise Montréal, puis qu'on anglicise les milieux de travail, puis ça fait en sorte que des gens ne sont pas servis en français à Montréal. Oui, maintenant, qui va déterminer quand le niveau est suffisant? Ben ça, Ouais. le principe, parce que naturellement, il y a le fédéral qui rentre en ligne de compte, mais c'est plutôt le principe de dire, écoutez, l'étudiant étranger, là, il faut comprendre, là, moi, la communauté anglophone de Montréal a des droits, et moi, les droits, je veux les protéger. On protège les droits des minorités, mais on a le droit, nous, de prendre des mesures qui sont, quand tu donnes le droit à quelqu'un de venir au Québec, ben, tu as le droit de prendre les mesures que tu veux. Le droit, c'est on leur donne la permission de venir étudier, pas nécessairement de venir travailler. Et moi, je pense que quelqu'un qui a besoin de travailler pendant ses études, ben, il va faire deux choses. S'il sait que la règle, c'est à cette règle-là, soit qu'il va décider d'aller dans une autre université, puis on accueillera un autre étudiant étranger qui, lui, décide de parler le français ou qui n'a pas besoin de travailler, ou l'étudiant va apprendre le français, des éléments de base, avant d'arriver au Québec, ou dans sa première année, il va se forcer pour apprendre le français pour qu'à sa deuxième année, il puisse apprendre le français. Ça, je trouve que c'est une mesure qui est intéressante parce que ça ne brime pas les droits des Québécois, mais ça s'attaque vraiment à une problématique. L'autre chose, moi, dans les milieux de travail, je pense qu'il faut rentrer l'intelligence artificielle parce que on est confronté des fois à des conférences avec des gens de l'extérieur. Moi, j'ai vécu j'ai travaillé dans des cabinets qui étaient mondiaux. Bon, puis on avait des gens de l'extérieur, ils arrivaient dans les meetings. Et là, si on était 25 autour de la table, il y en avait un qui parlait anglais, tout le meeting se faisait en anglais. J'ai vécu ça pendant des années. Ça, c'est inacceptable. Mais si on a la technologie, aujourd'hui, avec la traduction simultanée, on est capable de le faire. On est capable d'avoir la personne qui va s'exprimer dans sa langue. Les conseils d'administration, c'est la même chose. On ne peut pas être dans un mode. Ceci étant dit, je pense qu'au niveau du français, il y a beaucoup à faire. On doit travailler, mais comme je le dis, on ne se bat pas contre l'anglais, on se bat pour le français. Il faut faire rayonner le français. On parlait de la culture, de la langue. C'est parce que nous autres, au Canada, au Québec, on a l'impression que le français est en déclin, mais dans le reste du monde, le français prend de l'espace. Ouais, puis quand on parle de la culture, ce que je disais, ben, c'est sûr que quand tu es ici, puis tu essaies de vendre ta culture au Québec, puis que là, tu as les cultures des différentes de partout, surtout les Américains avec Netflix, etc., qui arrivent sur le marché, ben, tu perds des parts de marché, puis là, ben, tu es moins rentable. Mais si tu commences à t'en aller à l'international, moi, je parlais de la France qui est partout dans les pays africains, qui impose sa culture francophone. Mais nous autres, le Québec, on devrait s'en aller à l'international. Ben, je vais te donner un exemple où ça se fait, puis ça a été une des raisons de mon entrée en politique. Il y avait à l'époque diplomatie culturelle dans les ambassades canadiennes. Et en 2008, le gouvernement Harper, avant l'élection de l'automne 2008, a supprimé diplomatie culturelle. Ça veut dire, par exemple, que le marché du théâtre pour l'enfant et la jeunesse, les contrats se négocient pour 2-3 ans, à tous les 2-3 ans, dans des foires internationales. Et si tu n'es pas là, il n'y en a pas de contrat, OK? Donc, est-ce que tu verrais jusqu'à peut-être avoir une espèce de système de diplomatie culturelle dans les maisons du Québec Moi, à travers le monde? c'est sûr et certain qu'on doit miser sur la culture puis le développement de notre culture à l'international. Moi, je ne comprends pas. Le monde est tellement grand. Le monde a soif de cette culture. Tu sais, on regarde Squid Game, la télésérie sud-coréenne. Elle a percé le marché mondial. Il y a des séries comme ça qui sont un peu partout. Il y a cette culture-là
qu'on doit exporter. Et en plus de ça, moi, il y a une chose qui est importante aussi, il faut éduquer nos jeunes. Moi, la culture, là, je pense qu'il faut avoir une culture jeunesse. Il faut que les jeunes dans nos écoles, puis qu'on ait des films pour enfants. Moi, quand Je j'étais vais plus te donner jeune... un exemple de ça. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a voulu être vertueux à un moment donné, puis je le comprends. On a interdit la pub dans les émissions pour enfants. Mais résultat, les budgets des émissions pour enfants sont faméliques maintenant. Alors, si tu veux t'en aller là-dedans, c'est du missionnariat, parce que, tu sais, je veux dire, ça, le déséquilibre. Alors, c'est ça, des fois, on veut régler un problème, on en crée un autre. La culture, c'est vraiment un écosystème. Je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. Et puis, tu sais, on en a parlé aussi une fois de favoriser la diffusion de la relève. Tu sais, quand Petite-Vallée lance au Griffon et le Chat Noir à Val-David brûle en dedans de 1 an ou 2 et qu'on met du temps à rebâtir, ben, c'est des artistes de la relève qui peuvent moins tourner, qui peuvent moins... Regarde, moi, j'ai écrit un livre. Là. Oui, je sais. J'ai écrit mon livre. J'ai écrit mon livre. Écoute, je fais les tournées dans les salons du Ouais. livre. Tu parles avec des Non, auteurs. non, mais c'est complètement ridicule. Oui, Là. oui. Tu sais, c'est du bénévolat. Tu défais de l'argent à écrire un livre. C'est Oui, aussi simple que oui, ça. oui, Là. oui. Moi, il n'y a pas... Non. si les gens pensent que je vais faire beaucoup Ouais. d'argent avec mon livre, mais pas du tout. Ouais. Tu t'en vas dans un salon du livre, puis Mhm. les auteurs, il y en a certains auteurs qui ne paieront même pas leur billet de stationnement avec les redevances qu'ils vont générer. Mhm. Donc, moi, ça, c'est une... Puis en plus de ça, il y a des mesures. C'est un peu nono, mais dans les salons du livre, on a de la difficulté à exposer notre culture correctement. Mhm. Il y a des milliers et des milliers de livres. Mhm. Mais on n'a pas encore cette idée de mettre un petit logo Québec sur les livres québécois. Ça serait tellement simple. Les gens sont là et disent « Ah, mais moi, je fais le tour, je veux décider qu'est-ce que je veux acheter. » Mais si tu as un logo québécois, tu vas dire « Tu sais quoi, tant qu'à acheter, je vais acheter un livre québécois. » On a fait ça pour les cassettes. Dans le temps où tu avais des CD de doublage, on avait obtenu ça du gouvernement du Québec. Quand c'était doublé au Québec, il y avait une petite fleur de lys dessus, puis c'était marqué doublé au Québec. On pourrait le faire. Tu as tout à fait raison pour le livre et pour. Ça serait banal, puis Ouais. ça orienterait déjà quand tu arrives dans une librairie. Mais il faut. Puis moi, au niveau de la culture, ce que j'ai pensé aussi, c'est que moi, je veux donner un an au domaine culturel pour faire en sorte que les gens, les auteurs, ceux qui sont en réalité à la base des productions, soient rémunérés correctement. Priorité aux créateurs. C'est ça. C'est que moi, puis à l'industrie, une façon de rémunérer correctement les créateurs, mais actuellement, les créateurs, malheureusement, dans la chaîne, ils sont trop souvent laissés pour eux autres-mêmes. Il y a des producteurs, il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup, mais que le créateur, au bout de la ligne, il est laissé pour compte. Mais je veux laisser à l'industrie le temps de me faire une proposition. Sinon, ben, on ira nous autres mêmes Il y a le le faire. fédéral qui pourrait jouer son rôle là-dessus. Je vais te dire comment. Parce qu'à l'époque, il y avait un système, un régime d'étalement des revenus pour les artistes et les joueurs de hockey. Et là, les joueurs de hockey se sont mis à faire tellement d'argent qu'ils ont aboli le régime et que les artistes en ont pâti. Bon, au Québec, maintenant, il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais pas encore au fédéral. Et ça aiderait beaucoup. Parce que tu ne le sais pas d'une année à l'autre, qu'est-ce qui va se passer. Tu as des crues épouvantables, tu as tout d'un coup des années de récolte, et puis, et les artistes ont beaucoup, beaucoup investi aussi. Tu sais, je pense à Michel Côté, à Marcel Gauthier à l'époque, avaient bâti leur premier théâtre de leurs propres mains et tout ça. Comment accompagner ça sans avoir une espèce de système étatique très, très lourd? Mais c'est ça. Ouais. Encore une fois, je pense que le domaine doit... Tu sais, on parlait d'états généraux. Ben, tu sais, des états généraux, là, c'est une chose qu'on pourrait aussi arriver et dire, ben, regarde, on fait des états généraux dans le domaine de la culture, puis on se pose la question de comment on la fait rayonner. Ouais. Moi, je veux faire rayonner. Le problème, c'est que quand on se referme sur notre même, ça ne fonctionne pas. Non, non. Puis il y a deux aspects. Il y a la culture pure, mais il y a la culture commerciale aussi. On a beaucoup d'entreprises dans le domaine culturel qui ont des succès à l'international. Ouais. Puis il faut aussi leur permettre de rayonner encore, puis d'amener cette culture québécoise. Fait que moi, encore une fois, il y a tellement de choses à faire dans le Québec, puis je regardais au niveau des communautés culturelles, l'apport. Quand on regardait dans le domaine de
du livre, Mhm. ben, les communautés culturelles amènent une saveur différente aussi. Ils teintent la culture québécoise, puis ils l'amènent ailleurs, puis après ça, ben, ils la diffusent dans d'autres pays. On parlait de l'Afrique. Puis je crois beaucoup, tu sais, j'ai parlé dans le commerce international, la diversification des marchés. Encore une fois, les communautés culturelles ont un rôle énorme à jouer dans cette capacité de nous amener ailleurs, autant dans le domaine culturel que dans... Ces gens-là ont des contacts à l'étranger. Ces gens-là sont capables de comprendre comment Ils connaissent les codes, ils Ben connaissent les... Oui, ben, OK. puis ils regardent le produit puis ils disent ton produit, ça ne fonctionnera pas pour telle raison. Au lieu de perdre des dizaines de milliers de dollars à aller faire des études de marché, tu es capable au Québec d'avoir un accès à toute cette communauté d'immigrants, des Québécois immigrants qui sont là, qui peuvent aider au niveau de la langue, aider à la commercialisation, aider au contact, aider à s'assurer que le service est fait d'une façon adéquate. Et nous, on est là à ne pas utiliser cette richesse-là. Moi, j'en reviens pas. Puis durant la campagne, c'est ça que je disais. Je disais aux gens, je dis, moi, c'est ça que je vois au niveau de la diversification des marchés. On devrait vous utiliser beaucoup plus pour faire en sorte que le Québec se propulse à l'international. Là, il y a des gens qui disaient, bien, savez-vous quoi, c'est la première fois que quelqu'un qui parle de l'importance que les communautés culturelles peuvent jouer pour le Québec. Ben, j'ai dit, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un d'international. Je suis quelqu'un qui aime son Québec, qui est très nationaliste, mais d'un autre côté, qui connaît la réalité à l'international. Et c'est ça qu'il faut aller. Il faut mettre ça de l'avant. C'est cette vision globale du Québec que je pense qu'il faut aller de l'avant. Puis au niveau de puis je me permets de parler de l'Afrique. Parce que c'est très important, la question de l'Afrique. Moi, là, j'ai beaucoup de clients qui sont en Afrique actuellement et ils disent, Marc, pour nous autres, c'est super facile parce que les gens sont tannés des pays colonisateurs. Oui, on n'a pas de passé colonial avec eux. Ils sont tannés de la Chine, ils sont tannés des États-Unis. Le Canada, on est bien vu, prenons notre place. Mais on a tous nos systèmes actuellement pour épauler nos sociétés qui s'en vont à l'international. C'est pas parfait, mais pas du tout. Il y a des programmes qui sont ouverts pendant 2-3 jours, 24 heures des fois, puis c'est refermé immédiatement. Si c'est payant de faire de l'international, ben laissons nos programmes plus longtemps, investissons dans nos sociétés à l'international. Mais l'Afrique, c'est un pays il y a beaucoup de pays francophones à l'intérieur. C'est un continent, l'Afrique est un continent qui a beaucoup de pays francophones et c'est des pays qui sont en émergence, qui vont se développer et le Canada, le Québec doit se positionner en Afrique d'une façon beaucoup plus importante qu'elle le fait actuellement. Quand on parle de la diversification des marchés, l'Amérique du Sud, vous savez, les gens qui viennent de l'Amérique du Sud, ils ont une capacité d'apprendre le français. Ils ont des cultures similaires aussi. La communauté latino à Montréal, elle est très bien intégrée. C'est ça. Depuis des années, et c'est sûr que quelque chose comme ça les motiverait. Maintenant, j'aimerais ça qu'on quitte Montréal un petit peu. Puis avant de conclure, je t'amène sur un sujet important que tu connais bien, c'est les régions. Oui, certainement. Parce que pour faire tout ce que tu me proposes, il faut être élu. Comment remédier au désamour des Québécois francophones pour le Parti libéral? C'est drôle, là, quand j'ai fait ma campagne en 2000, dans Matapédia-Matane, les gens disaient il n'y a aucune chance de gagner dans ce... Et je me souviens, il y avait les patriotes qui allaient sortir dans les médias pour dire c'est un groupe... C'est ça. Puis les autres, ils disaient les libéraux, ils n'ont jamais rien fait pour la région, etc. Puis ils faisaient une réunion à Saint-Anne-des-Monts. Puis moi, je suis allé les rencontrer. Le parti m'avait dit, va pas là, tu as un paquet de troubles, puis tu vas te faire... Mais moi, j'ai dit, non, j'ai dit, moi, je vais aller le rencontrer. Je suis en politique, j'ai pas peur de... Moi, j'ai pas peur de rien. Je suis à 6 pieds 3, là, je suis capable d'en prendre. Je me ferai pas intimider par personne. Mais, puis les mouvements citoyens, moi, je crois en ça. Moi, je suis, pro, j'aime ça, écouter les gens. Fait que moi, je arrive là-bas à Saint-Anne-des-Monts, puis là, ils commencent à parler... Et moi, je leur dis, écoutez, ce que vous êtes, c'est voter pour le Bloc, parce que... Puis là, les gens disent, non, c'est pas ça qu'on dit. J'ai dit, ouais, c'est à peu près ce que vous êtes. Et finalement, il y a une entente, il dit, demander un statut particulier à Jean Chrétien, faire une histoire courte. 2 semaines plus tard, après avoir discuté avec eux autres, etc., ils sortent dans les médias pour dire, nous, on appuie Marc Bélanger, parce que j'ai discuté avec eux autres, parce que je leur ai donné de l'espoir. Je pense que les gens dans les régions, ce qu'ils veulent, c'est
se voir un meilleur futur, un meilleur demain. Ils veulent avoir quelqu'un qui les comprend, qui comprend cette différence des régions. Comprendre que c'est pas le mur à mur, il faut adapter, qu'il faut penser à nos ressources naturelles, il faut penser au développement économique, il faut structurer. Vous savez, regarde, moi, j'ai fait une annonce au niveau des routes. J'ai annoncé que toutes les villes de plus de 50 000 habitants devraient avoir des autoroutes. Puis dans mon des vraies autoroutes. des vraies autoroutes. Pas Parce la que, 50. non, pas la 50, qui est une voie, qui est l'autoroute de la mort. Mais, Oui. tu sais, puis ce que je disais, puis il y a 2 villes actuellement au Québec. Il y a Rimouski, puis l'Outaouais. L'Outaouais, c'est 400 000 de population, puis ils n'ont pas d'autoroute. Puis quand je parle de développement, ben, quand je regarde l'Outaouais, là, avec l'autoroute 50, il y a dans les années 2006-2007, on n'avait pas l'autoroute. Et il y a le parc à Québec, il y a Valcartier, qui ont décidé d'ouvrir un parc entre Montréal puis Ottawa. Et les autres, quand ils ont analysé, ils ont dit hey, on a l'autoroute 417, puis de l'autre côté, c'est des voies simples de village. Ils ont dit ben voyons donc, nous autres, on va aller sur le bord de la 417. Fait qu'une entreprise québécoise qui décide d'aller investir entre Montréal puis Gatineau, la région de l'Outaouais, ils décident d'aller s'établir en Ontario. Parce que si on avait eu une autoroute, bien, probablement qu'ils seraient venus du côté du Québec. Quand on a développé Mirabel dans le temps, si on avait fait l'autoroute, on aurait eu le développement de Mirabel avec Dorval. Avec Dorval. Ben, au lieu de Dorval, mais tu sais, on aurait eu les gens de l'Outaouais qui seraient venus à l'aéroport de Montréal, en réalité. Puis on aurait pu avoir... On n'a pas eu cette vision de développement économique, ce qui fait en sorte que ben, l'Outaouais, c'est une région qui a été isolée pendant longtemps. Là, ils vont finir un jour la 50. Ils l'annoncent dans... Moi, si je suis élu, j'ai dit, c'est sûr que ça devient une priorité. Dans les 4 premières années, on veut compléter la 50. La même chose avec Rimouski. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont vu toute la différence. Quand ils ont complété l'autoroute 4 voies, ils disent que ça a été un changement majeur. Il faut investir dans nos infrastructures dans chacune des régions du Québec. Puis, en plus de ça, à cause du COVID, ça a beaucoup changé. Les gens peuvent travailler à distance. Les économies sont différentes. Et en plus de ça, il y a le type d'entreprise. C'est drôle, je vais parler d'une petite mesure, je me permets. C'est un peu... j'en ai glissé un mot rapidement, mais c'est les centres d'appel. Moi, je trouve ça drôle parce que on reçoit des coups de téléphone des fois de compagnies, des grandes compagnies, même publiques, et là, on détecte que ça vient pas du Québec, les appels. Puis c'est des gens qui appellent de l'étranger, ou quand nous autres, on appelle, puis... Et moi, ça, là, j'aime pas ça, parce que on est en train d'investir on paye des sociétés étrangères dans d'autres pays pour faire un travail que des Québécois pourraient faire. Mais il n'y a personne qui les empêche de le faire, puis je ne veux pas les empêcher de le faire. Mais ce que moi, j'aimerais faire comme petite mesure, c'est de dire, vous savez, si tu appelles d'un centre d'appel, ou quand nous, on appelle dans un centre d'appel, il faut qu'ils nous disent « Bonjour, mon nom, c'est « Je suis de tel endroit ». J'ai commandé une pizza l'autre fois. La pizza, je demande à la personne t'es situé où? Puis il me dit au Maroc. La compagnie a le droit de le faire, mais je peux vous garantir que si je ne mets son nom en ondes, ou là, probablement qu'il déciderait de dire « Ah, nous autres, on est très québécois », puis il déciderait de venir faire utiliser des centres d'appel au Québec. Oui, je pense pas que Salvatore va te dire c'est parce que au salaire minimum que vous avez, ça marche pas. c'est pas moi qui ai dit le nom, mais tu sais, le point est là, c'est que les gens, il y a un coût. Ouais. Ça sera un coût pour eux autres. Le point, c'est de dire, écoute, moi, là, j'ai des grandes compagnies québécoises. Et ma règle, c'est que si tu as un lieu d'affaires au Québec, tu es obligé de dénoncer à quel endroit. Quand on achète un produit, on a le produit Made in China. On déclare les produits où ont été fabriqués. Mais quand on a des services, on devrait être en mesure de savoir ce service-là, il provient de où. Et c'est la même logique. Et on laisse au consommateur faire un choix social. Est-ce que moi, je suis nationaliste puis je veux qu'on utilise des services? Il y en a peut-être que ça ne dérangera pas. Mais juste le fait de le dévoiler puis de faire en sorte que la personne va dire « Ah, ben moi... » Tu sais, puis c'est des choses qui pourraient être faites dans les régions, qui pourraient être... Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a, qu'il faut repenser, moi, je pense. Puis au niveau des régions,
Bon, c'est sûr que les infrastructures, la décentralisation, je pense qu'il y a tout un travail aussi d'analyse des, de la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, dans l'exportation. Il y a des entreprises partout là, qui font de l'exportation, mais ils sont loin des grands centres et ils ont moins accès à l'expertise. Moi, ce que je veux, c'est rapprocher l'expertise des gens en région. Faire en sorte que, même si toi, tu t'en vas à l'international, ben, tu vas être supporté. Tu n'auras pas nécessairement besoin de te priver de ce qui se fait à Montréal ou à Québec, par exemple. Donc, il y a un gros travail des régions. Mais moi, le travail des régions, là, depuis... En 2002, j'ai écrit un carnet d'idées sur le développement des régions, la lutte aux disparités régionales. Je crois que chacune des régions doit avoir son propre plan d'affaires et la région va dire, ben regarde, moi, je pense qu'on veut investir dans tel domaine et on va faire en sorte de rendre ça disponible. Quand on parle de la deuxième, troisième transformation dans les régions, ben, le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation un peu bizarre. On dit aux gens, faites de la deuxième, troisième transformation, mais les gens n'ont pas le financement pour faire partir leur entreprise. Parce que le problème du financement, par exemple, quand tu es dans une région, puis tu as un immeuble, ton immeuble vaut beaucoup moins cher que l'immeuble dans la région de Montréal. Fait que quand tu t'en vas voir une banque, la banque a dit, je suis prêt à te prêter de l'argent, mais ton building, ton immeuble, il coûte rien ou presque rien. Fait que je vais te prêter moins d'argent. Fait que si on veut faire le développement, ben, il faut favoriser les prêts au développement des entreprises dans les régions. Ces entreprises-là vont être rentables à court terme, mais les banques, habituellement, vont prêter en fonction des biens immobiliers. Okay. La question qui tue. Es-tu prêt pour la question qui tue? Oui, certainement. Qu'est-ce qui se passe? Tu es nommé chef du parti, tu es, contre toute attente, élu au mois d'octobre 2026. Et le 1er novembre, on ouvre les livres des finances du Québec et c'est pas mal pire que ce que tu pensais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça va prendre nécessairement une période de transition parce que c'est sûr qu'on ne peut pas couper. Tu peux pas... Actuellement, on peut pas couper dans les infrastructures, on peut pas couper dans la santé, on peut pas couper dans l'éducation. Fait que l'idée, c'est qu'à la base, on peut couper dans l'administration, mais on va faire des économies. C'est ça, exactement. Puis quand les gens disent, hey, on va investir dans les entreprises, des PME, encore une fois, il faut que tu génères mauditement de revenus pour être capable d'aller chercher des impôts pour payer Fait qu'il faut aller ailleurs au niveau des sources de revenus. Et moi, je dis qu'on va faire l'exploitation des ressources naturelles, comme j'ai mentionné, et on va s'en aller vers l'international. Mais dans cette période de transition-là, ben moi, ça ne me dérange pas d'emprunter pour être capable de soutenir pendant quelques années au niveau de l'arrivée d'argent. Quand on est, par exemple, un individu, ben lui, il se dit, ben je vais emprunter parce que je sais que je vais augmenter mon revenu dans les prochaines années. Ça fait que ça ne me dérange pas d'emprunter. Fait que il y a quand même une période de transition. Je ne veux pas qu'on soit sauvage au niveau des coupes, mais il faut avoir un plan de revenus. C'est ça qui est important. Parce qu'actuellement, ce que je vois, moi, autour de moi, puis je regarde même les partis politiques, il n'y a personne qui a de plan sur le revenu, sur les revenus. Et ça, à mes yeux, c'est ce qui est le plus problématique. Parce qu'on n'a aucun endroit, personne qui parle de comment ils vont faire pour générer plus de revenus. Il se fie sur les impôts, il se fie sur les taxes. Ça ne fonctionne pas. C'est pas viable à long terme. Donc, l'adjectif d'audacieux, tu l'assumes pleinement. Le bold que tu t'es fait servir en entrevue ce midi. La première ce que tu proposes aux Québécois, c'est un petit peu une espèce de reset pour parler bien français, parce que ça va aussi, par exemple, exiger une augmentation de la productivité. Ça va donc... on s'en va partout, mais la productivité... Un leader qui va être capable de regarder les Québécois dans les yeux et qui va leur dire, écoutez, moi, je veux bien faire ma part, mais il faut que vous fassiez la vôtre et qu'on augmente notre productivité qui n'est pas la meilleure au Canada pour l'instant. Mais la productivité, par exemple, quand je parle d'international, moi, j'ai des compagnies là, qui vendent un certain produit très niché. Bon, ils ont deux choix. Soit qu'ils se disent, ben moi, c'est le marché québécois, puis quand le marché québécois est saturé, ben j'amène un autre produit. Puis là, je développe un nouveau produit. Ça, c'est pas bon pour la productivité parce que à chaque fois, on repart un nouveau.
Fait que quand tu t'en vas à l'international, l'avantage que tu as, c'est que ton produit, qui est très niché, mais là, tu vas, au lieu d'en vendre, mettons, 1 million d'exemplaires, tu peux en vendre 200 millions d'exemplaires. Ça veut dire que là, tes coûts de production vont diminuer. Fait que la productivité, ça passe aussi par l'internationalisation. C'est pour ça que je trouve que le monde... On a besoin d'un leader au Québec qui a cette vision de l'international. Et ce leader-là va avoir deux choses. Il va déjà positionner le Québec dans le monde, puis il va être capable de parler, d'avoir les entendre, mais il va pouvoir aussi s'imposer à travers le Canada avec les autres leaders canadiens. Ce qui va faire en sorte que cette personne-là va être capable de s'asseoir avec eux autres, prouver qu'il y a une expertise, qu'il y a une compréhension. Et là, de faire en sorte de se dire, ben regarde, moi, je deviens un leader de où on s'en va. Et là, il va être capable de défendre les intérêts du Québec à travers le Canada. Fait qu'il y a comme cette vision globale de l'internationalisation qui touche à tout, qui est, par exemple, au niveau de la productivité, comme je le mentionnais. Mais c'est vraiment une vision globale. Moi, je pense que l'expertise, on regarde au fédéral avec Mark Carney, la population a eu confiance en cette personne-là parce qu'ils se disent, cette personne-là, c'est une personne qui a une compétence, qui va être capable de faire face à la mondialisation, faire face aux États-Unis. Et c'est ça qu'on a besoin ici. On a besoin de quelqu'un qui vient des régions, mais quelqu'un qui a une vision internationale, qui va positionner le Québec à l'endroit où il se doit être, soit internationalisé. Et si tu me permets, quelqu'un qui ne cherche pas forcément à faire de la politique une carrière. Non, ça, c'est l'autre affaire. Écoute, moi, là, c'est drôle parce que les gens, tu sais, ils disent, ben pourquoi il s'est présenté? Moi, là, pendant les plus grandes années, tu sais, normalement, entre 30 et 45 ans, là, c'est les années qui sont les plus importantes dans ta carrière personnelle. Puis si tu veux t'enrichir, ben, tu t'organises pour focusser dans ces années-là. Ben, moi, pendant ces années-là, entre 30 et 45 ans, là, j'ai mis des milliers d'heures en politique. Quelque chose qui n'était pas payant, mais pas du tout. Mais je l'ai fait parce que j'y croyais, parce que je crois au changement. D'ailleurs, la question de la nation québécoise, les gens... J'en parle dans le livre, les gens n'ont aucune espèce d'idée. Ils disent Marc Bélanger, il sort de nulle part, mais en réalité, c'est pas vrai. La nation québécoise, si elle a été reconnue, puis tu le sais, tu étais là, ben, j'ai eu mon mot à dire, puis si ça a été en 2006, mais moi, j'ai donné du temps énormément. J'ai pas pensé à mon bien-être personnel. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup pensé à mes enfants quand j'ai pris la décision. Puis c'est eux autres qui m'ont dit, Pat, t'as tout le temps rêvé de faire de la politique, vas-y. Et je savais que ça serait dur. C'est pas facile de te présenter là, contre des gens qui ont une plus grande notoriété, mais moi, je crois à la transmission de l'information, à la vision. C'est aux membres à prendre leurs décisions. Mais moi, je viens pas me chercher une job, je viens offrir mes services, qui est complètement différent. Si les membres veulent de moi, ben je vais être là avec ma vision, avec cette... je m'en vais pas juste gagner les élections, puis je veux pas être juste un premier ministre, je veux être le meilleur premier ministre du Québec, si c'est possible. Et je veux m'assurer que les grandes réalisations du Québec, c'est pas celles du passé, mais c'est celles du futur. Parce qu'on a fait des grandes choses dans le Québec, avec Jean Lesage, par exemple, puis avec Robert Bourassa. Mais c'est pas normal que depuis ce temps-là, on se pose des questions sur l'évolution du Québec. Moi, je veux qu'on revoie un Québec qui va s'imposer à l'international, qui va faire des grands gestes au niveau du nationalisme économique, qui va rayonner de nouveau. C'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux donner au Québec et c'est pour ça que je me suis présenté. Merci beaucoup. Merci.